Alors aujourd'hui, donc je parle d'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est l'avant-dernier jour d'Octobre Rose, hein, chaque mois d'octobre. Depuis plusieurs années, on a droit au petit ruban rose que vous voyez ici, accroché à toutes les vestes et à tous les costumes de toutes les personnes qui travaillent dans les services publics, dans les entreprises, pour se donner une bonne conscience, pour se dire qu'on va œuvrer tous ensemble pour guérir ces cancers qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et en préambule de ma présentation, j'aimerais vous rappeler cette petite séquence. C'est 1 minute 10 un extrait d'une émission qui a eu lieu en janvier 2020 avec un monsieur dont on parle juste après, dont vous vous rappellerez peut-être, pour mettre un petit peu l'église au milieu du village quant à la considération de nos belles institutions qui arborent ce beau petit ruban rose face aux personnes qui ont le cancer. Ah, moi, vous me mettez dans une situation vraiment compliquée. Bon, je suis obligé de vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, on est venu me voir pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles, on arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard. Parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer. On a monté une étude qui s'appelait Suivi-Max, qui a duré 8 ans. Pendant 8 ans, on a donné des capsules à des gamins, moitié qui en prenaient, moitié qui prenaient un placebo, pour voir s'il y avait un groupe qui était plus malade que les autres. Il a fallu beaucoup d'argent pour ça. Et on est allé voir les laboratoires pharmaceutiques en leur disant, voilà, on a besoin d'argent pour développer cette étude. Ça se situe sur 12 ou 13 ans, l'étude. Et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français en lui demandant 150 000 francs à l'époque pour financer cette étude. Il m'avait reçu dans son bureau avec des chaussettes en soie rose, je m'en rappellerai toujours. Et il m'avait dit, mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants, puisque mon métier, c'est de vendre des médicaments une fois qu'ils l'ont. Et je m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase. Ouch. Voilà. Alors ce monsieur, c'est Marc Simoncini, qui est entrepreneur. Et donc là, j'ai retranscrit son discours. Donc il nous dit dans cette vidéo, dans cette émission qui s'appelle Qui veut être mon associé sur M6, qu'on a du mal à retrouver d'ailleurs sur la chaîne d'M6 dans les replays, du 28 janvier 2020. On a monté une étude qui a duré 8 ans. Pendant 8 ans, on a donné des capsules entre crochets de vitamines à des gamins. La moitié en prenait, l'autre moitié prenait un placebo, afin de voir si un groupe était plus malade que l'autre. Et je me souviens être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français, il ne dit pas lequel, en lui demandant 150 000 francs à l'époque, donc il y a 20 ans. Et il ajoute, il m'a reçu dans son bureau et m'avait dit, pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants, puisque mon métier, c'est de vendre des médicaments une fois qu'ils l'ont. Alors, on va refaire un petit peu l'historique de cette histoire de cancer, de ces institutions qui s'occupent du problème du cancer dans le monde et de qui finance tout ça. En 1971, Nixon, le président américain, a signé la loi nationale sur le cancer, le National Cancer Act, qui, disait-il, déclarait la guerre au cancer. Alors, il y a eu des fonds qui ont été versés. 400 millions de dollars pour 1972, 500 millions de dollars pour 1973, 600 millions de dollars pour 1974. En fait, c'est des crédits qui ont été demandés pour alimenter la guerre contre le cancer. Rappelez-vous du Covid, dans laquelle cette belle crise récente dans laquelle Macron disait que nous étions en guerre, et quand il y a guerre, il y a argent. Argent, c'est comme avec l'Ukraine, quand Zelensky nous demande à tous de financer sa guerre par solidarité. Alors, ça c'est la Fondation Beljanski qui le dit 50 ans plus tard, donc 1971, c'est l'année d'ailleurs à laquelle a été créé le Forum économique mondial. 50 ans plus tard et plusieurs milliards de dollars plus tard, nous dit la Fondation Beljanski, le cancer reste la deuxième cause de décès dans le monde, donc à travers la planète. Elle ajoute, en effet, 1 décès sur 6 est attribué au cancer. Et puis, Santé publique France, l'Institut national du cancer, en 2018, nous dit il y a eu 18,1 millions de nouveaux cas et 9,5 millions de décès. Donc, à peu près la moitié des nouveaux cas donnent lieu à des morts. La moitié des cas de cancer décelés sont fatals, débouchent sur la mort de la personne qui a le cancer.
Alors, j'ai fait des petites recherches comme ça sur les données qui existent. Celles-ci viennent de l'Agence internationale de recherche du cancer de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS. Les 5 cancers les plus fréquents chez l'homme sont en premier le cancer du poumon, ensuite c'est la prostate, le colorectal, l'estomac, le foie, et puis pour la femme, c'est le cancer du sein qui est le premier cancer. Ensuite, c'est le poumon, colorectal, cervix utérus, ça je ne sais pas exactement ce que c'est, ça doit être l'utérus, Le la col de thyroïde l'utérus. Non, le col de l'utérus. et la thyroïde. Alors là, effectivement, là, c'est un rapport de 2022 qui nous dit aussi, donc le nombre de cas, c'est 19 millions de nouveaux cas en 2022 et à peu près la moitié, c'est le nombre de morts, 9 millions et quelques, presque 10 millions. Donc c'est toujours un peu la même proportion. La moitié des cas sont fatals. Dans quel pays le cancer est la première cause de mort? Eh bien, regardez, dans les pays occidentaux, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, Océanie, le Japon, et aussi l'Amérique du Sud-Ouest, toute la côte chilienne, Pérou. Voilà, donc ça, c'est les pays dans lesquels le cancer est la première cause. Ça ne veut pas dire que les autres pays n'ont pas de cancer, ça veut simplement dire que ça n'est pas la première cause. Par exemple, en Afrique subsaharienne, c'est la 5e cause de mort, le cancer. En Russie, c'est la 2e, par exemple. En Chine aussi. Et dans le Maghreb aussi, la 2e. Alors, quelles sont les causes de mort? Ça, c'était quelque chose que j'avais beaucoup regardé pendant la période du Covid pour un petit peu situer justement le Covid par rapport aux autres causes de mort. On voit dans les premières causes, c'est une donnée de 2016 qui est sur Wikipédia encore aujourd'hui, que la première cause de mort, c'est les maladies infectieuses, enfin, ce qu'ils appellent causes, hein, parce que pour moi, c'est pas des causes, ça, c'est des symptômes, mais bon, si on respecte ce qu'ils disent, la première cause serait les maladies infectieuses, la 2e, les cardiovasculaires, la 3e, ce serait les drogues avec le tabac et l'alcool, et la 4e serait le cancer avec 7,6 millions de morts en 2016. Actuellement, l'OMS affiche un total de 10 millions de morts, en tout cas en 2020, à cause du cancer. Et puis ensuite, on voit d'autres raisons, l'hypercholestérolémie, la sous-alimentation, le sucre, l'obésité, le travail, Alzheimer et autres. Et on voyait que le Covid, dans la première année, entre mars 2020 et mars 2021, se situait entre le sucre et l'obésité avec 2,7 millions de morts officielles Covid. Je rappelle que pour être un mort Covid, il suffisait d'avoir un test PCR qui a grandi 45 fois et qui vous disait que vous étiez positif au Covid. Si on va maintenant dans l'historique d'Octobre Rose, alors sur Wikipédia, mais ça n'est pas la seule source, vous le verrez, j'ai tout passé en rose en fait. Au lieu de mettre les choses importantes en rouge, je les ai mises au goût du jour avec du rose. La campagne qui s'appelait la Breast Cancer Awareness Month, donc la campagne du mois de la sensibilisation au cancer du sein, parce que ça ne s'est pas appelé Octobre Rose tout de suite, vient des États-Unis et a commencé en 1985. Cette campagne a été soutenue, a été encouragée, a été financée, sans aucune surprise, par quelque chose qui s'appelle l'American Cancer Society, la Société américaine de cancer, dont vous aurez le détail des financeurs un tout petit peu plus tard. Et vous avez aussi une entreprise qui s'appelle Imperial Chemical Industries, donc les industries impériales de chimie, qui est devenue plus tard AstraZeneca, figurez-vous, en avril 1999. La première campagne de cet Octobre Rose et la naissance de l'association Ruban Rose a eu lieu en France un peu plus tard, 9 ans plus tard, en 1994, à l'initiative du groupe Estée Lauder et du magazine Marie-Claire. Alors, pour avoir le détail de Imperial Chemical Industries, qui a mis en place ce mois, de sensibilisation au cancer, n'est autre qu'une entreprise qui fabrique de la peinture et des produits chimiques, tels que des ingrédients pour les aliments, des polymères spéciaux, des produits pour la fabrication de produits électroniques, des odeurs et des saveurs artificielles. Voilà ce qui est à l'origine d'une semaine de sensibilisation contre la maladie du siècle.
Et ensuite, quand on va voir qui a fondé l'American Cancer Society, eh bien, on tombe, c'est pour ça que je parlais d'une absence de surprise, sur ces deux personnages que maintenant vous connaissez, je pense, qui sont Rockefeller, père et fils, ou plutôt grand-père, arrière-grand-père et grand-père. Les deux s'appellent John D. Rockefeller. Le premier, c'était celui qui a créé la Standard Oil en 1870, le premier milliardaire au monde, John Davison Rockefeller. Et le deuxième, c'est son fils, donc c'est John D. Rockefeller Jr. Et donc, John Rockefeller Jr. a fourni les fonds initiaux à l'organisation qui a été nommée tout d'abord American Society for Control of Cancer, donc la Société américaine pour le contrôle du cancer, qui s'est appelée en 1943, donc 30 ans plus tard, l'American Cancer Society. Donc c'est en 1913, la même année que la création de la Réserve fédérale aux États-Unis, la même année que la création de la Fondation Rockefeller, que un groupe de médecins et d'hommes d'affaires se sont réunis au Harvard Club de New York pour lutter, nous dit-on, contre la stigmatisation liée au cancer et le blackout de l'information, et qu'ils ont décidé de mettre en avant ce fléau qu'est le cancer. Alors, pourquoi Octobre Rose? Ça, c'est le média L'Union qui nous le dit. Alors, elle se moque un petit peu, elle nous dit pourquoi pas. Il faut savoir que le mois de novembre est le mois de la sensibilisation du cancer de la prostate, que le mois de janvier est pour la maladie d'Alzheimer, que février, c'est les maladies du cœur, donc pourquoi pas octobre pour le cancer du sein. Alors, c'est ce qui nous est dit aussi par rapport à l'année 1985, l'année où a été fondée cette campagne pour la sensibilisation au cancer du sein. Et pourquoi le ruban rose? Eh bien, la fondation Susan Komen, c'est une fondation qui a été créée à la suite de la mort de Susan Komen, qui était la sœur de la fondatrice de cette fondation. Et en fait, cette fondation a initié une course à New York qui s'appelle la New York Race for the Cure. Donc, c'est la course de New York pour la guérison du cancer du sein, en hommage à sa sœur aînée qui est morte d'un cancer du sein. Et c'est elle qui a lancé, donc la fondatrice de cette fondation, qui a lancé la couleur rose avec cette course dans laquelle elle a distribué des rubans roses à tous les participants. Mais ça n'était pas encore un symbole officiel. C'était vraiment une décision qu'elle a eue, qui a été reprise par Evelyne Lauder, donc la vice-présidente de la compagnie Estée Lauder en France, qui a co-créé l'association du ruban rose et qui est aujourd'hui donc repris comme le symbole de la lutte contre le cancer du sein. Alors là, j'en ai profité pour écrire que c'est en 1969 que la mammographie moderne a été inventée, juste avant, 2 ans avant qu'en Suisse on puisse voter. Petit parallèle qui n'a sûrement rien à voir, mais que les femmes puissent voter en Suisse, c'était 1971-1971. Alors évidemment, sur les première page de cette fondation, Susan Komen, on voit des images comme celle-ci, surtout en ce moment, puisque c'est le mois octobre, on est encore dans le mois d'Octobre Rose, avec tous ces rubans roses qu'on voit partout pour lutter contre le cancer du sein. Donc on nous dit mettre fin aux besoins en matière de compassion, avec un petit clavier pour donner, pour faire des dons. Et on voit des campagnes de ce type avec des gens, des enfants qui sont habillés en rose, ici à Chambéry en 2015, à droite à Paris en 2025 cette année, où la Tour Eiffel est carrément habillée de rose. On a des feux d'artifice roses, on a des lumières roses, tout est rose, tout est bon pour donner de l'argent pour, nous dit-on, aider à guérir le cancer du sein. Alors, ce mouvement, Octobre Rose, d'après toujours l'Union, le même article que celui que je vous ai présenté du 3 octobre 2017, le but de ce mois de sensibilisation est notamment de promouvoir la mammographie comme moyen efficace de lutte et de prévention contre le cancer du sein. Et il s'agit toujours, principalement, nous dit-on, de recueillir des fonds pour la recherche contre ce cancer. Donc c'est toujours une histoire d'argent qui motive tous ces grands mouvements repris par les médias, repris par toutes les institutions. Celles-ci, on les finance, il n'y a aucun souci. Alors, les sponsors, à part les Rockefeller qui ont mis en place la Société américaine de cancer,
Eh bien, ce sont Pfizer et la Fondation Gates, sans grande surprise, une fois encore, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres financeurs, mais comme c'est une fondation, il n'y a pas d'actionnaire officiellement. Par contre, AstraZeneca, on sait que l'actionnaire principal, dont l'ancêtre est le co-créateur de cette campagne contre le cancer du sein, c'est BlackRock, hein, bien sûr, mais ça, vous le savez certainement. Donc, sur le site de American Cancer Society, on nous dit que l'initiative pour augmenter les améliorations à propos du cancer, l'initiative de l'ACS, l'American Cancer Society, est financée par le parrainage de Pfizer. Alors, on se rappelle aussi de cette campagne en 2016 de Médecins du Monde qui a été boycottée, qui a été censurée, qui nous disait, donc Médecins du Monde en 2016, nous disait qu'avec l'immobilier et le pétrole, quel est l'un des marchés les plus rentables? Eh bien, c'était la maladie, que chaque année en France, le cancer rapporte 2,4 milliards d'euros. Donc là, je vous parle de quelque chose il y a 10 ans à peu près. Le mélanome, c'est quoi exactement? C'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et le cancer du sein, plus il est avancé, plus il est lucratif. Vous vous souvenez peut-être de ces affiches qui avaient été censurées. On retrouve le PDG de Pfizer, Albert Bourla, qui est de toutes les sorties entre mondialistes, que ce soit au Bilderberg, que ce soit à Davos, au Forum économique mondial, et notamment cette année, donc le 23 janvier 2025, le Forum économique mondial avait pour thème l'âge de l'intelligence, AI, pour parler de l'intelligence artificielle. Et il nous disait, Bourla, qui est au départ vétérinaire, je le rappelle, qu'il allait développer des sortes de missiles contre les cancers. Il disait, je vais utiliser des termes militaires pour décrire la guerre que nous menons contre le cancer. Lorsque vous utilisez les chimiothérapies qui sont bien connues, vous ne tuez pas seulement les cellules cancéreuses, vous tuez également les cellules saines. Donc, il faut être plus ciblé. C'est pour cette raison-là que nous avons développé ce qu'on pourrait comparer à des missiles à tête guidée. Et il finissait par dire, le missile n'explose que là où vous souhaitez qu'il explose, donc sur les cellules cancéreuses. Donc, l'intelligence artificielle va pouvoir faciliter et accélérer toutes les étapes. Pour peu que l'intelligence artificielle se trompe, comme on l'a vu, eh bien, ça nous promet de grosses conséquences sans aucune responsabilité, comme tu l'as très bien dit, Emmanuel. Il a dit ensuite, enfin 2 ans plus tôt, Albert Bourla, il a dit cette fois au Club économique de Chicago que pour lui, le Covid était une répétition. Il a dit, l'année précédant la pandémie, Pfizer fabriquait 200 millions de doses de vaccins par an. Et dans les 6 premiers mois de la pandémie, nous avons fabriqué 1 milliard de vaccins. Dans les 6 mois suivants, nous en avons fabriqué 2 milliards de plus. Donc en tout, 3 milliards de vaccins. Donc c'est plus que 10 fois le nombre de doses de vaccins qu'il avait produites l'année précédente. Et il ajoute, le Covid était pour moi comme une répétition, une prova générale pour voir comment on peut mobiliser une population et rendre l'impossible possible contre une maladie majeure. Et il ajoute à la fin, nous nous occuperons du cancer et de plein d'autres choses. Autrement dit, après le Covid, c'est le cancer, la prochaine vache à lait. Alors, je remets cette image. Est-ce que les labos veulent vraiment éviter le cancer? Alors, on l'a vu que ici, dans le cas de Marc Simoncini, il y a 20 ans, quand il a fait cette demande de 150 000 francs à ce grand labo pharmaceutique, on lui a dit non, parce que justement, le fonds de commerce de cette entreprise pharmaceutique, c'était les cancers et qu'il s'agissait de ne pas les éviter. Cette information aussi, Pfizer, qui date de mars 2023, Pfizer s'offre la biotech Seagen pour 43 milliards de dollars. Donc, c'est une entreprise biotechnologique qui est spécialisée dans la recherche et le développement de traitements anticancéreux. Donc, surtout, ne pas éviter le cancer et ensuite se faire des ronds sur les traitements éventuels. Après, est-ce que ça guérit le cancer? Ça, c'est un autre problème. Ça n'est pas forcément le leur. Je rappelle que Pfizer, ça, c'est les dernières données de zone bourse, s'est enrichi de 12,3 milliards pendant le Covid, donc de plus de 100%. Là, je vous montre le chiffre d'affaires qui a augmenté de 93,97%, donc c'est presque 100%. Ça veut dire que ça a presque doublé le chiffre d'affaires entre 2020 et 2021. Mais par contre, les bénéfices, donc résultats nets, ont plus que doublé, puisqu'on partait de 9,6 milliards et on arrive à 22 milliards presque, 21 milliards 9. Donc, on a plus que doublé, ils ont plus que doublé leurs bénéfices. Après, on voit que ça se calme un peu 2022, 2023, mais on voit que
leur Covid, leur vaccin et ce qu'ils comptent faire avec le cancer, leur a rapporté beaucoup d'argent et va leur rapporter encore de l'argent. Alors, je vais vous citer 2 personnages. Le docteur Raymond Riff, qui a été acclamé dans les années 30, nous dit-on, par le monde scientifique pour ses découvertes contre le cancer, puis la American Medical Association, l'association médicale américaine, a rejeté ses découvertes en matière de thérapie électronique. Il avait inventé un microscope qui permettait de cibler exactement, de voir exactement où étaient les cellules cancéreuses et il avait un laser pour les détruire. Donc, vous avez cet article de 1938 qui le portait au nu de l'Union Tribune de San Diego et puis celui-ci, l'année de sa mort, il est mort à 83 ans en 1971, où justement j'ai extrait ce texte que je vous mets sous sa photo. Il est mort dans l'ignorance et la diffamation de ses travaux. Il a été empêché d'exercer assez rapidement. Et de la même façon, Mirko Beljanski, dont Emmanuel, je pense que tu connais le nom puisque ta maman a utilisé les produits Beljanski, qui travaillait pour l'Institut Pasteur, a été isolé rapidement par l'Institut Pasteur. En 1978, il a été contraint de quitter donc l'Institut Pasteur et, nous dit Le Monde, est entré dans la marginalité en fréquentant, soi-disant, des personnes peu fréquentables. Enfin, c'est un peu ce qu'ils font avec nous, hein, la chasse aux sorcières habituelle. Et par contre, la Fondation Beljanski nous explique que Mirko Beljanski a ouvert une nouvelle voie prometteuse pour lutter contre le cancer avec une approche naturelle et différente, ciblant spécifiquement la duplication de l'ADN cancer. Et alors, je n'ai pas... Il a soigné Mitterrand, hein, Mirko Beljanski. Il a soigné Mitterrand, merci de le rappeler, c'est juste. Merci Emmanuel. Et Jean-Jacques, je voulais aussi parler du docteur Hammer, mais je pense que tu en parleras mieux que moi, qui a aussi toute l'approche, hein, c'est ce que tu disais Amélie, avec les émotions qu'on éprouve, en mettant le doigt sur les conflits internes qu'on a, on peut guérir également. Donc la morale de l'histoire, de mon histoire en tout cas pour aujourd'hui, c'est que l'American Cancer Society, fondée par le fils du magnat du pétrole, John D. Rockefeller, et l'Imperial Chemical Industries, qui est une entreprise de peinture et de produits chimiques, qui voudrait nous protéger du cancer, c'est un peu comme si Pfizer et AstraZeneca voulaient nous protéger du Covid-19. Voilà, ce sera mon dernier mot. Bravo, Chloé. Merci Amélie. Je voulais faire un point un peu récapitulatif sur les enjeux financiers et sur les réelles motivations de ces gens qui prétendent vouloir nous préserver, nous protéger malgré nous, tout en spoliant toutes les personnes qui apportent des vraies solutions. Merci beaucoup, Chloé. Emmanuel. C'est comme si Coca voulait nous sauver du diabète, en fait. C'est comme si Coca-Cola faisait une journée contre le diabète. Exactement. Que des gens croient encore que ces instances-là ont notre bien à cœur, moi, ça me dépasse. Oui, mais ils veulent notre bien et ils l'auront. Ah ouais, absolument. Ils veulent nos biens et ils les auront. Et ils l'auront. Voilà. Emmanuel, tu as quelque chose à ajouter à ce que tu viens d'entendre? Non, merci Chloé pour cette présentation qui est vraiment édifiante, percutante. Hein, voilà. On voit bien, on comprend bien d'où vient finalement ce fameux ruban rose qu'on souhaite un peu nous imposer un peu partout. Mais voilà. Bah, de toute façon, je pense que c'est bien connu qu'à un moment donné, ce sont toujours ceux qui ont les solutions qui créent des problèmes. Et voilà. C'est aussi peut-être pour ça aussi que certains entreprises qui vendent des compléments alimentaires, etc., ont tant aussi de problèmes parfois avec les autorités ou doivent en tout cas faire extrêmement attention. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont souvent pousser la prévention, mais pour eux, la prévention, c'est d'aller passer des mammographies. C'est pas d'avoir une alimentation saine, un mode de vie sain, surveiller nos émotions, le stress et tout. C'est aller passer des tests et le détecter le plus vite possible. Puis on sait aujourd'hui que certaines mammographies, au contraire, peuvent aussi en fait, engendrer des problèmes par la suite. Voilà, après, étant amie de Roxane Jaffé qui a été victime d'un cancer du sein, c'est toujours, voilà, c'est aussi une réalité. En fait.
Mais je pense que c'est comme toute maladie, en fait. Hein. Voilà, si on ne fait pas aussi un travail intérieur pour essayer de se nettoyer d'émotions négatives, comme tu le soulignes très bien, Amélie, eh bien, malheureusement, après, ça peut dégénérer. Et si on ne fait pas attention aussi à soi, à ce qu'on mange, à comment on vit, etc., arrêter la malbouffe, voilà. Je pense que limite, hein, moi, je serais partisane que ce soit les McDo, les Quick, les Burger King qui financent la sécurité sociale, en fait. Et Ça serait évidemment. un peu à financer la sécurité sociale. Ouais. Donc là, on trouverait de l'argent. Hein. En plus, en pagaille. Hein. Merci Emmanuel pour cette idée. On va leur suggérer, c'est une très bonne idée, très logique. Absolument, vraiment. Ouais.